8h42, elle arrive toujours dans le trio de tête des préoccupations exprimées par les personnes interrogées dans tous les sondages. C'est la sécurité. Alors c'est un très vaste sujet qui rassemble beaucoup de choses. La tranquillité publique, la lutte contre la délinquance, le terrorisme, la protection des frontières aussi. Puis peut-être aussi un peu le sentiment que la justice est bien rendue ou encore que l'autorité est forte. La sécurité réputée le point faible d'Emmanuel Macron. Alors quel bilan sur ce point-là pour son quinquennat? Ce sera notre premier thème ce matin. Et puis on parlera aussi de l'union des droites. C'est le grand rêve zémourien. Nous sommes à 76 jours du premier tour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Louis Dragnel est avec nous également. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Chef du service politique d'Europe 1. Et Guylaine Ottenheimer, la rédactrice en chef à Challenge. Bonjour Guylaine. Bonjour. Le sujet sécurité, Guylaine, est-ce qu'il existe actuellement dans la campagne, plus qu'à l'état latent, si je puis dire? Oh, c'est pas nouveau. Souvenez-vous des campagnes de Chirac avec le petit vieux qui avait été tabassé ou de Sarko, etc. Ça a toujours été un sujet de campagne. Mais c'était le sujet en 2002. Là, c'est un thème parmi d'autres. Mais parce que la question du pouvoir d'achat a surgi. Et la question de l'immigration, qui a été portée par Zemmour, est venue éradiquer ce sujet, puisque d'ailleurs pour Zemmour, il y aura moins d'insécurité le jour où il y aura plus d'immigrés. Donc voilà, il a jumpé un autre sujet. Mais c'est quand même une préoccupation des Français. Maintenant, tous les candidats de droite ont à peu près la même solution, qui est répétée d'ailleurs depuis Fillon, Sarko, c'est-à-dire le Karcher, la majorité pénale en dessous de plus à 16 ans. Voilà, c'est plein de contrats, c'est plein de promesses qui sont en fait ne régleront pas le problème. Le vrai problème, c'est de faire ce qui a été fait à New York, c'est-à-dire effectivement le tolérance zéro, c'est-à-dire que ça part de l'école, ça part de... Vous avez vu le niveau de la criminalité à New York, Guylaine? Oui, mais ce qui avait été fait au départ. Ils sont revenus au niveau des années 80. Parce que ça n'a pas été suivi. Par exemple, un jour, je me promène avec Hidalgo dans Paris et je vois un banc complètement tagué et dégueulasse. Je dis, mais pourquoi vous le repeignez pas? Ah, parce que ça va recommencer. La théorie de la fenêtre cassée, voilà. Ça s'appelle. Mais si on commence à laisser faire ça, je veux dire, effectivement, on laisse les choses se détériorer, puis et voilà. Donc c'est une lutte au quotidien. Alors on peut toujours avancer des changements de constitution, engager des nouveaux policiers. Et puis je pense qu'il faut réformer la justice, ça c'est sûr. Alors je retourne la question, Louis Dragnel. Peut-être que la sécurité ne perce pas non plus comme un sujet majeur parce que les candidats sont mal à l'aise avec le sujet sécurité. Y a-t-il une solution? Moi là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que la sécurité est les questions de sécurité sont omniprésentes dans la campagne présidentielle. Tous les candidats en parlent et il suffisait de voir l'interview hier de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, la volonté d'Emmanuel Macron de montrer qu'il a été efficace là-dessus. Je pense qu'en fait aujourd'hui, ce que les Français ont compris, c'est que la sécurité ne se limite pas en fait à la question des effectifs de police, à la question de la présence de la police sur le territoire. Alors c'est très important, mais je pense que les Français ont bien compris que le sujet majeur, c'est la justice, parce qu'en fait, les policiers arrêtent des délinquants qui, globalement, ne purgent rarement leur peine, ou alors, les Français, en tout cas, ont cette perception-là. Et puis, ça se voit quand on regarde le nombre de peines non exécutées en France. Donc, la sécurité est vue avec ce prisme-là, la question de la justice, l'immigration, évidemment. Et aujourd'hui, les Français, alors que c'était un tabou il y a encore 10 ans, font le lien entre immigration et délinquance. Et puis il y a également la question des stupes, les trafics de drogue. Alors ça, le gouvernement en a fait son cheval de bataille, mais simplement un mot quand même sur l'immigration. C'est pour le coup, c'est pas trop mais de manière non idéologisée pour le coup. Quand on regarde le bilan qui a été publié cette semaine par le ministère de l'Intérieur, là pour le coup, le gouvernement actuel a un bilan qui est assez mauvais. Aujourd'hui, on n'arrive plus à expulser quasiment personne. Il y a eu 17 000 expulsions au total pendant l'année 2021. C'est moitié moins que pendant l'année 2019 qui déjà avait été considérée comme une année assez mauvaise. Et quand vous regardez, et un dernier chiffre important, le nombre de titres de séjour qui ont été délivrés cette année, c'est à peu près le même nombre aussi qu'en 2019, c'est à peu près 270 000 premiers titres de séjour délivrés, c'est considérable, et ça pour le coup, c'est pas vraiment à l'avantage du gouvernement. Alors j'incorpore à notre discussion les résultats de ce sondage IFOP pour le journal du dimanche, le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, jugé positif par 50% des Français sur la question du terrorisme. En revanche, on tombe à 31% de satisfaction, donc moins d'un Français sur
sur 3 satisfaits sur les questions de maintien de l'ordre au quotidien et 28% sur la question du traitement de la délinquance et de la criminalité. Les Français jugent durement Emmanuel Macron sur le chapitre de la sécurité, Charlotte. Oui, et c'est le chiffre évidemment le plus intéressant puisque c'est celui qui concerne quotidiennement, on va dire, nos vies. Le terrorisme n'est pas, Dieu merci, une préoccupation quotidienne, pas autant en tout cas que la délinquance et la criminalité, et surtout l'extension du domaine, on va dire, de la délinquance et de la criminalité est perpétuelle et touche de plus en plus de Français. Mais sur la question du malaise que vous posiez précédemment, moi je pense que c'est le plus intéressant. Regardez, depuis le début de cette campagne... Le malaise des candidats, vous voulez dire ? Le malaise des candidats, moi je dirais du monde de manière générale, des mondes médiatiques et politiques sur cette question, parce que précisément le lien entre immigration et délinquance a émergé, on va dire, dans le débat public et qu'il gêne beaucoup de gens. Il n'y a qu'à voir depuis le début de cette campagne, systématiquement à chaque fois qu'on aborde cette question-là, les gens répondent le pouvoir d'achat est une préoccupation première, comme si dans nos vies on ne pouvait pas être préoccupé par le fait de gagner correctement sa vie et de ne pas se faire agresser en sortant de chez soi. Est-ce qu'il est possible de considérer que les deux sujets sont importants ? Et depuis le début, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, on dit non mais les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat. On nous prend pour des débiles en fait. C'est évidemment que les deux sujets sont importants. Les deux, mais il y a des prix, il y a un classement. Les gens sont plus préoccupés aujourd'hui de leur pouvoir d'achat. Parce qu'on parlait du sujet qui est central, qui va structurer cette élection. Est-ce que c'est la sécurité ou est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? C'est toute la question. Non, parce que généralement, oui, il peut y avoir plusieurs sujets dans une campagne. C'est un peu un sujet de sécurité économique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où tout se focalise sur une question. Après, évidemment, dans une campagne, il y a aussi les affaires étrangères, il y a aussi l'école, tout le monde veut aussi être bien soigné. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas qu'un seul sujet. Ce qui a coûté à Emmanuel Macron, c'est que ses deux premiers ministres de l'Intérieur ont été en dessous de la ligne de flottaison. Collomb, comme Castaner, n'ont pas du tout habité la fonction. C'est en train de changer avec Darmanin. Mais de toute façon, 30% de gens satisfaits. Nous, on a fait un sondage sur les questions économiques. On peut dire que, par exemple, sur le chômage, il a plutôt un bon résultat. Il n'y a que 30% des gens qui sont satisfaits. Ça correspond à peu près à son électorat, à sa famille politique. On est en train d'arriver à une campagne présidentielle. Donc, effectivement, à part le terrorisme, qui, comme vous le disiez, est une question lointaine, il n'y a pas eu de terrorisme depuis longtemps. Donc, bon, voilà, c'est pas... Voilà. Donc, voilà, mais finalement... Si je vous comprends bien, Guylaine Ottenheimer, vous dites que ce sondage révèle une chose, c'est que le soutien, la base politique d'Emmanuel Macron est très fort, mais il y a un anti-Macron, un anti-macronisme assez fort. Ça sera toute la question de cette présidentielle. Ouais. Est-ce que la personnalité de Macron va faire que les Français le rejettent, ou au contraire, ils considèrent qu'il a une assez grande expérience, qu'il a réussi sur le plan économique, et que finalement, c'est une forme de sécurité. Toute la campagne va se structurer sur la personnalité de Macron. Oui, après, on passe au second sujet, on parlera des droites. Non, très simplement, en fait, à chaque fois, il y a le débat, savoir quel est le sujet en tête du classement, et on voit bien, en fait, par exemple, les questions de sécurité et d'immigration, au mois de novembre, étaient au sommet des sujets de préoccupation des Français. La question, c'est pas de savoir si le sujet est en numéro 1, 2 ou 3. Ce qu'on constate, c'est que ça fait maintenant... Il y a un halo de sujets, ça fait 10 ans que les questions de sécurité et d'immigration, et ça va en s'accroissant. Mais est-ce qu'on peut gagner une élection sur la sécurité ? On sait qu'on peut la perdre, c'est ce qui est arrivé à Lionel Jospin en 2002, mais peut-on gagner vraiment sur le thème de la sécurité ? Objectivement, j'en sais rien. Oui, vous avez raison, on peut la perdre, mais je pense qu'aujourd'hui, la litanie de faits divers... abominables parfois qui se passent en France sont autant de scènes de la vie quotidienne que les gens ne veulent plus voir, soit pour eux, soit simplement parce que ils ne se retrouvent pas, ils ne veulent pas de ce pays effectivement dans lequel l'insécurité est un peu, enfin semble être et partout. Autre sujet de la campagne. Non plus. Oui. Autre sujet de la campagne. Moi, ce matin, j'ai pas été agressé. Hein. Oui, mais ici, on est dans un quartier. Non, mais je veux dire, il y a plein d'endroits en France, quand même, faut pas. C'est quand même focalisé dans un certain nombre de quartiers où, évidemment, il y a une délinquance insupportable, où l'État a démissionné depuis très longtemps, déléguant la sécurité, effectivement, aux imams, aux grands frères, etc., etc. Il y a eu un relâchement total dans un certain nombre de quartiers. Mais regardons le monde autour de nous, arrêtons de croire que la France est un coupe-gorge perpétuel. Oui, mais peut-être, alors on terminera par là, dire que c'est comme pour le pouvoir d'achat, il y a des questions de perception qui excèdent largement et moi je pense que c'est la réalité. Dimitri, quand vous regardez, de temps en temps, je reçois des synthèses de la nuit de tout ce qui se passe en France, qui vient de la police nationale. Tous les matins, sur le bureau du ministre de l'Intérieur, vous avez la synthèse de la nuit, et objectivement, quand vous regardez, et c'est à devenir presque fou, parce que vous vous dites, mais la France est dans un état, même moi qui suis ces questions-là, je pensais pas que c'était à ce point-là, et avec, effectivement, quand on regarde
la nature, le profil des mis en cause, beaucoup de personnes qui souvent sont issues de l'immigration. Donc ça pour le coup, et vous en parlez à n'importe quel ancien ministre de l'Intérieur. Et ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, c'est les anciens ministres de l'Intérieur de gauche, qui souvent arrivent avec des idées de générosité, d'ouverture, tout ce que vous voulez, et qui en sortant du ministère de l'Intérieur vous confient en privé que la situation est bien pire que... Vous parlez de Collomb là. Je parle de Collomb et je parle d'autres anciens ministres de l'Intérieur. Regardez même les propos de Manuel Valls aujourd'hui. C'est le fantasme zemmourien par excellence, l'union des droites. Alors, question intéressante, puisque après la révolution Macron de 2017, qui avait fait voler en éclats la gauche, on voit que l'union des droites pourrait signer l'acte 2 de la recomposition politique française. Cette union des droites, fantasmée, désirée par Éric Zemmour, est-ce que vous pensez qu'elle va se réaliser avant le premier tour de l'élection présidentielle? Et si vous ne le pensez pas, Charlotte, expliquez-nous pourquoi. Non, je ne vais pas jouer Madame Irma parce qu'il y a deux questions différentes. Est-ce qu'il y a une union des droites possible? C'est-à-dire, est-ce que les électeurs de droite qui se reconnaissent dans différents partis ont des idées et parfois des idées essentielles en commun? La réponse est oui pour moi. Maintenant, et se pose la question dans une élection présidentielle à la fois de la candidature, de la personne, de l'attachement à un parti ou à une personne. Donc c'est deux questions très différentes. Mais ce qui est sûr et ce que montre le parcours d'Éric Zemmour jusqu'à maintenant, c'est que en effet, sur des questions essentielles pour le pays, les électeurs sont capables de s'entendre ensemble. Et on a vu autour d'Éric Zemmour, notamment ce week-end, par exemple, je vais prendre deux exemples, mais un Guillaume Pelletier et un Gilbert Collard, qui sont donc capables de s'entendre sur ce que dit Éric Zemmour et qui hier, dans leur parti respectif... Guillaume Pelletier a commencé sa carrière de militant au Front National. Oui, d'accord. Enfin, donc, voilà, il est moins LR que... il est moins LR, ils l'ont quand même nommé numéro 2 et ça les dérangeait pas du tout. C'est l'histoire des ralliements. À chaque fois qu'on a un ralliement, on est super content. Et à chaque fois qu'ils s'en vont, on trouve 1000 raisons de reconnaître qu'ils ont toujours trahi. Enfin, c'est évidemment l'histoire de tous les ralliements du monde. Mais ce qui est sûr, c'est que par leur appartenance à leur parti avant-hier, ces personnes expliquaient doctement et en dépit de toute réalité qu'ils n'avaient évidemment rien en commun puisque entre les deux existait un cordon sanitaire. 3 jours plus tard, miraculeusement, ils s'entendent sur l'essentiel autour d'un candidat. Donc cette union des droites, c'est-à-dire cette capacité des personnalités de droite à s'entendre sur certains sujets, elle est évidente sous nos yeux. Maintenant, est-ce que ça fait une majorité? Est-ce qu'il y a une majorité qui va s'entendre à la fois dans le projet et derrière une personne? Ça, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que ça pèse, ces ralliements du week-end, Gilbert Collard ou Jérôme Rivière? Je ne crois pas que ces ralliements soient l'avant-garde d'un ralliement collectif de toutes les droites. Parce que, Collard comme Pelletier sont un peu des étoiles filantes. Collard, il a commencé par soutenir un candidat d'extrême gauche, Lambert, un trotskiste. Il a été élu sur une liste centriste. Il est passé au Front National. Là, il va chez Zemmour. C'est sûr que c'est quelqu'un qui aime bien déranger, qui était très marginalisé au Rassemblement National, qui ne voyait plus beaucoup Marine Le Pen. Donc c'est un aventurier. Et tout d'un coup, orchidoclaste, comme il dit lui-même. Puis c'est un aventurier. Ça l'amuse aujourd'hui d'aller chez Zemmour et peut-être qu'il se retrouve dans un certain nombre d'idées de Zemmour. Il a peut-être une forme de sincérité chez lui, mais c'est pas quand même un exemple ça peut pas préfigurer une recomposition totale de la droite. Quant aux électeurs, peut-être qu'il y a des vases communicants, mais si Valérie Pécresse garde un socle de 15-16%, c'est qu'il y a vraiment des électeurs de la droite républicaine qui ne veulent pas passer le cap de l'extrême droite. Et c'est des gens qui ne sont pourtant pas totalement solubles dans le macronisme, mais qui n'ont pas du tout non plus, même pour la victoire, envie d'une union avec le Rassemblement national. Oui. Donc je pense qu'il y a encore des digues très importantes, qui sont peut-être des digues pseudo-morales sans intérêt, mais il y a aussi des gens qui sont persuadés que pour gouverner la France, les idées de la droite la plus à droite ne sont pas bonnes pour la France. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Guylaine sur le diagnostic. Ensuite, il reste 3 mois de campagne. On voit bien qu'Éric Zemmour dit carrément faire l'union des droites aujourd'hui. Alors, c'est très bien de vouloir le dire. Ensuite, le faire, ça va être une autre partie. Oui, parce qu'en plus, il le fait dans une vision aussi, ça ne sera pas surprenant de sa part, très bonapartiste, c'est-à-dire que je suis l'union des droites. C'est exactement ce qu'il en va. C'est derrière moi. Donc ça, il le dit. Ensuite, on le verra. Le verdict, ce sera dans les urnes. On le verra, ce sera assez simple. La deuxième chose, c'est que Charlotte a raison là-dessus aussi. Il y
y a une volonté de la part de beaucoup de gens à droite d'avoir une convergence programmatique. Et pour le coup, cette convergence programmatique, elle existe. Et enfin, pour terminer, on voit bien, Éric Zemmour fait encore peur à beaucoup de gens à droite. Et donc, la question pour lui, s'il veut vraiment faire cette union des droites, c'est d'essayer de rassurer les électeurs qui ont peur de lui et qui aujourd'hui, pour eux, c'est impossible de mettre un bulletin Zemmour dans les urnes. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, étaient nos débatteurs ce matin. Bonne journée à tous les trois. Europe 1 2022 revient demain matin.